Bien, bonjour Monsieur Virlejeu. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview et c'est un grand honneur de vous recevoir dans mon émission. Donc, vous êtes un ingénieur des ponts et chaussées, vous êtes l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la conception des ponts et viaducs. Vous avez réalisé à peu près combien, Monsieur Virlejeu, plus d'une bonne centaine, 200 ponts? C'est difficile à dire parce que tout dépend. Et dans certains cas, on ne travaille jamais tout seul. Donc, dans certains Oui. cas, on a une part importante, dans d'autres moins. Donc, le nombre des ponts que j'ai vraiment conçu du début à la fin est plus limité. Mais par contre, j'ai participé à la conception, à la construction de plusieurs centaines de ponts. On va pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement, mais on peut dire le pont de l'île de Ré, le pont du Morbihan, le viaduc de Millau et tant d'autres que, de toute façon, on va en discuter, en parler avec vous. Donc, moi, ma première question, Monsieur Verlugeux, c'est comment c'est venu l'idée de votre passion dans le métier pour les ponts, les viaducs, la construction? Ben, c'est venu progressivement. Enfin, quand j'étais adolescent, je dirais, j'avais envie de construire des bateaux. Donc, avec D'accord. quand même déjà un petit peu d'idée de la construction. Et puis bon, bah, à l'époque était une école d'un très haut niveau, hein, et donc j'ai suivi le cursus de l'école du Britannique jusqu'à ce que j'arrive en taupe, c'est-à-dire la classe de préparation aux grandes écoles. Et donc je suis rentré, la première année, je suis rentré à l'école polytechnique, et dans les tout premiers. Et je suis sorti de l'école polytechnique, je suis allé faire une année de service militaire, mais à l'époque, quand on était à l'école polytechnique, on était considérés comme des officiers d'active. Donc j'étais donc sous-lieutenant à Angers, à l'école d'application du génie, puis dans un régiment. Et puis après, j'ai fait l'école nationale des ponts et chaussées. Et c'est un peu là que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que là, bon, c'était en 68, hein, donc c'était après 68. On a créé à l'époque, on avait créé des options. Et donc, pour des tas de raisons, je suis allé dans l'option ouvrage d'art, et où j'ai eu de très bons professeurs qui m'ont beaucoup intéressé. Alix, j'avais déjà été impressionné par le professeur de mécanique et par un de ses assistants. Le professeur, c'était Jean Mandel. L'assistant, c'est Jean Salançon, qui a été après, qui est devenu président de l'Académie des sciences après. Et donc, j'ai donc été pas mal attiré par la construction. Mais comme mon père était prof d'histoire-géographie, et j'ai voulu aller d'abord commencer ma carrière dans un pays en voie de développement. Donc j'ai passé 3 ans en Tunisie, où j'ai eu la chance d'avoir un excellent patron tunisien, hein, qui était Mehmet Ali Souissi, qui m'a beaucoup appris ce qu'était le métier d'un ingénieur d'administration. Et puis quand je suis revenu, je suis rentré au CETRA, et puis alors là, c'était terminé. Je n'ai plus fait que des ponts. Ouais, Alors des pas très gros au début, hein, et puis ça. petit à petit, le hasard aidant, et puis c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient faire de la technique. C'est revenu aujourd'hui, plus personne veut faire de la technique, tout le monde veut faire de la politique ou de la finance. Mais pendant un moment, il y en avait pas beaucoup, donc moi, ça me passionnait. Donc je me suis retrouvé en position d'aller faire les projets des ponts les plus importants pendant pas mal d'années. Voilà. Ouais, on peut en parler tellement du symbole des ponts, quoi. Le fait d'interconnecter entre chaque ville, entre chaque pays, il y a une histoire assez forte. Vous disiez aussi que, par exemple, j'ai vu dans une interview que le premier pont, c'était en 75, c'est ça, pour Calais. Vous n'étiez pas très, on va dire, content esthétiquement, vous le trouvez moche, mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il était moche, hein. D'accord, mais c'est quoi Ah, l'esthétisme? non, non, mais je pense que si vous voulez, bon, euh, à l'époque, le pont de Calais, si vous voulez, j'étais tout jeune ingénieur, et ce Ouais. qui à l'époque me paraissait important, c'était de faire des calculs tout à fait précis et très propres, hein. Et donc j'avais
passer énormément de temps à faire des calculs avec 3 décimales, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Donc, alors bon, encore une fois, je démarrais. Donc, Calais, c'est un pont très simple. C'est un pont d'une travée sèche d'abord, hein, juste une travée, pour franchir le canal maritime de Calais, et qui est constitué de, si mes souvenirs sont bons, de 5 poutres, hein, de 5 poutres préfabriquées en béton précontraint. Donc, c'est pas un très beau pont. Et donc, malgré tout, pour des tas de raisons, moi j'ai une tante qui a été premier prix de conservatoire de piano, enfin, ma grand-mère faisait des très beaux dessins. Donc, j'ai quand même une certaine culture de la beauté, si je dois aussi m'exprimer. Bien qu'un jour, un philosophe m'a expliqué que je ne savais pas ce qu'était le beau. En tout cas, je ne sais peut-être pas ce qu'est le beau, mais en tout cas, je sais ce qu'il n'est pas. Et donc, quand j'ai donc fini ce pont, ben, j'ai dit, ben, OK, hein, le pont, il a été construit. D'ailleurs, pas exactement comme je l'ai fait, parce il y avait un appel d'offres et l'entreprise a proposé des modifications, d'ailleurs assez judicieuses. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'important, c'était pas forcément d'aller faire des calculs de détail. Mais par contre, j'ai bien compris qu'il fallait faire une véritable conception. Et une conception, ça inclut. Alors, c'est les termes de Vitruve, hein. Moi, on en revient, c'est Vitruve, c'est je crois que c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Je me méfie un petit peu parce que je finis par me planter un peu, mais il y avait trois objectifs, hein. Utilitas, firmitas, venustas. Et utilitas, c'est l'utilité. Et quand on construit quelque chose, il faut que ça serve à quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de durabilité, etc. Bien entendu, bien souvent, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire c'est pas forcément construire en fonction des idées un peu bizarres que peuvent avoir quelques ayatollahs de l'écologie, mais c'est de faire des choses qui sont utiles à la société et qui durent longtemps. C'est très très important parce que effectivement, dès qu'on fait quelque chose, on va utiliser des moyens, utiliser de l'argent. Et ça, il faut qu'il soit rentable longtemps, hein. Il faut absolument on a beaucoup construit dans les années 60 et 70 des bâtiments d'habitation qui aujourd'hui ne sont plus adaptés sur le plan de la physique. Ils sont pas du tout, ils n'ont pas du tout une bonne isolation thermique, ils sont pas très durables et beaucoup de ces immeubles, on les démolit aujourd'hui. Ils sont pas non plus adaptés à la population qui vit dedans. Donc, il faut que ce qu'on construise, qui utilise des ressources, soit utile et dure longtemps. La deuxième raison, évidemment, la fermitas, c'est la résistance. Il ne faut pas que ça se casse la gueule. Mais c'est aussi la durabilité, hein. Si vous voulez, le- le- il y a des matériaux qui durent peu, hein. On peut faire du bon béton, mais on peut faire du mauvais béton aussi. Et donc, faut que ça dure. Et puis, Vénustas, évidemment, c'est la beauté. Il faut que ce soit chouette. Mais la première chose, alors ça, pour un pont, c'est absolument essentiel, c'est que le pont, il doit être correctement inscrit dans son site, hein. On ne fait pas un pont pour se faire plaisir, on fait un pont pour aller se mettre quelque part, et le pont, il doit être adapté euh, au, au site, il doit s'inscrire dans le site. On ne construit pas un pont euh, sur la Loire comme on construit un pont dans les Alpes ou en Bretagne. En Bretagne, le rocher, c'est du granit. Et ben, quand on construit un pont en Bretagne, il doit donner l'impression d'être puissant, euh, alors que dans d'autres endroits, il faut plutôt au contraire quelque chose de calme. Le viaduc de Millau, bah, il est dessiné pour donner l'impression d'être ultra transparent, parce qu'on est dans un site très compliqué, on franchit une vallée très profonde, hein. On passe à 300 mètres au-dessus du Tarn. Eh bien, il faut un ouvrage régulier, répétitif, calme. Et c'est ce qu'on a fait avec l'architecte Foster, hein, j'ai fait le choix du type de structure, mais lui, il a travaillé en architecte
que dans cette structure, que C'est une prouesse les formes remarquable, que les formes expriment la façon dont le système fonctionne et avec très grande élégance. Et je veux dire que travailler avec lui, ça a été un grand plaisir. Et puis j'ai eu d'autres occasions de faire des ouvrages très exceptionnels. Le pont sur le Bosphore avec un ami qui, hélas, nous a quittés parce qu'il a eu une maladie terrible, Jean-François Klein. On a construit le pont sur le Bosphore avec nos amis turcs et italiens. Hein. C'est-à-dire que les Turcs et les Italiens, ils étaient sacrément culottés. Hein, parce que les, les- les- il fallait oser faire. Il faut bien voir qu'on a eu 9 semaines pour établir un projet. ah oui, 9 semaines. Alors évidemment, derrière le projet, il a été développé, il y a eu toute une équipe, il y a eu, je sais pas moi, 50 ou 80 ingénieurs qui ont travaillé dessus. Mais l'idée de départ, elle a été faite à 4 ou 5, avec Jean-François et moi, en 9 semaines. parce Et que normalement, c'est combien de temps à peu près? bon, on va passer d'un extrême à l'autre. Hein. J'ai travaillé sur le pont de Normandie pendant 19 ans. Ah oui, Et la construction a duré 4 ans et demi. Donc, ça veut dire presque 15 ans ah d'études. oui, Alors, avec tous les problèmes politiques, les arrêts, il y a un premier projet qui a été abandonné parce que Raymond Barre oui, s'est tombé au moment de la première crise du pétrole ou de la deuxième, je ne me souviens plus, il y en a eu tellement. Donc, Raymond Barre, à un moment, a dit, stop, on ne dépense plus d'argent, on interdit de lancer les emprunts qu'il faut pour construire le pont, on arrête tout. Donc là, on a arrêté pendant quelques années, puis c'est reparti après. Donc, il y a le viaduc de Millau, au total, ça a duré 17 ans entre les premières études et la mise en service. Donc, j'enlève 4 ans encore, même pas là, 4 ans. Oui, allez, ça fait 13 ans entre les premières études et le début des travaux. Donc, le Bosphore à côté, nos 9 semaines, c'est incroyable. incroyable. J'ai vu c'est en Chine, où il y a le plus long, pont, du monde. Alors, attendez, le plus long pont du monde, ça ne veut rien dire. Oui. Ce qui compte, c'est la portée, c'est la distance entre les piles. Ah voilà, la Mais portée, le oui. plus long pont du monde, il n'est pas là, il est en Turquie. Ah! OK, Avant, c'était au Japon, hein, d'accord. le d'Akashi Kaikyo, Oui, c'est ça, oui. hein, qui a une portée de 1991 mètres. Hein. Waouh. C'était au début 1990, mais avec le séisme de Kobe, il y a une pile qui s'est déplacée d'1 mètre. Ah oui, Donc, il a rajouté 1 mètre. Mais le plus grand du pont aujourd'hui, c'est le pont les Dardanelles, hein, le Kanakalé, qui fait 2024 mètres de portée. Alors là, il y a une petite histoire marrante, hein, c'est que c'est le président Erdogan qui avait décidé de la porter. Il avait ah dit le pont, il doit faire 2024 mètres de portée pour qu'on l'inaugure en 2024 pour le centième anniversaire de la République turque, qui était en 1923. Donc il voulait l'inaugurer en 2023. Mais l'entreprise allait plus vite et donc ils l'ont inauguré en 2022. ah oui. Intéressant. Donc lui aussi, comme le pont d'Akashi Kaikyo, il a 1 mètre de trop, mais pour d'autres raisons. Question peut-être, un peu plus, personnelle, mais, quel est enfin j'imagine il y en a beaucoup, il y en a tellement, mais quel est le pont qui vous a le plus, marqué, touché? Il y en a beaucoup quand même. Faut être bon, ben, c'est le pont de Normandie, bien sûr, qui a été le pont de Normandie, c'était le record du monde des ponts à Auban à l'époque. Hein, donc, et quand on a commencé le projet, le plus grand, il faisait 465 mètres de portée. Normandie, il fait 856, presque le double. Donc là, c'est un grand pas en avant. Et je dois dire que c'est le pont de Normandie qui a fait ma réputation, je dirais, comme ingénieur. Après, il y a Millau, bien sûr, hein, évidemment. Et puis, il y en a deux autres qui sont vraiment des ponts extraordinaires. Il y a le pont de Térénèse, en Bretagne, qui est un pont à haubans courbes. Et ça, c'est très, très dur à faire. Il y a le pont Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, hein, qui est un pont levant. Alors là, ça a été toute une équipe, parce qu'un pont levant, ça implique des tas de compétences différentes. Donc, là, on a travaillé avec une équipe américaine spécialiste des mécanismes de levage. Hein. Bon, il fallait faire venir des électriciens parce que pour lever un pont, il faut une grosse puissance électrique. Alors, la puissance électrique, elle n'est pas énorme dans le cas du pont Jacques Chaban-Delmas parce que les Américains ont trouvé un moyen pour que
la masse à lever, on met toujours des contrepoids hein, quand on lève un pont. On a des contrepoids, c'est comme un ascenseur, hein. Mais la différence, la charge à lever est assez faible. La- la- et puis alors le dernier, c'est le pont du Bosphore, qui est quand même un ouvrage absolument énorme. C'est 1408 mètres de portée, deux voies de chemin de fer, une autoroute à deux fois quatre voies. Il fait 58 mètres de large. Je ne sais plus si c'est 56 ou 58, je ne sais plus. Enfin, il est très 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 large, quoi. C'est un pont énorme. Et quel a été le plus difficile pour vous à réaliser? Alors, le plus difficile, c'était Térénèse. Ah, C'était Térénèse parce que ça a été très 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 difficile parce que bah, tout de suite, il y a des implications de la courbure du pont, hein. Le pont, c'est un arc de cercle, hein. ouais. On arrive par une rive de l'Aune, on traverse à 90 degrés, et puis on repart en sens inverse, hein. Donc, c'est un peu difficile. Alors, au départ, j'étais pas dans le projet, mais j'ai été appelé, en fait, le hasard a voulu que l'ingénieur local, qui est une dame, était une ancienne technicienne de mon équipe. Ah, Et alors, il y avait un projet mais qui n'était pas terrible, qui avait été fait par le CETRAD, où je n'étais plus à l'époque. Et c'était pas terrible, quoi. Alors, ils m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que tu peux nous organiser un peu les travées de riz qui sont mal foutus? Et donc, j'ai pédalé dans la choucroute pendant un moment. Et là, c'est quelque chose de très important. Quand toutes les solutions sont mauvaises, ça veut dire qu'il faut changer le problème. Donc, le problème, c'était pas de faire des travées de riz, c'était de reprendre la conception pour qu'on n'ait pas des travées de riz aussi mal foutus. Et donc, ça a été de faire non pas des travées de rive courbes pour passer, pour traverser à la perpendiculaire, mais de faire un pont en arc. Et c'est très logique en plus pour la circulation routière, parce que ça donne une circulation beaucoup plus. Et ça me ramène à dire une chose qui me dépasse beaucoup, parce que c'est des gens bien plus malins que moi qui ont dit ça. C'est que moi j'avais un professeur à l'école des ponts qui était un peu sourd, donc on ne comprenait pas très bien, mais c'était un type assez génial, et qui un jour m'a dit, en génie civil, ce qui compte, ce n'est pas l'optimisation, ce sont les ruptures. hmm, Hein, c'est l'optimisation que vous êtes travaillé en marginal pour essayer de grappiller des cacahuètes, hein. Donc, ouais. c'est pas tellement. Ce qui est important, c'est la rupture, c'est-à-dire que quand vous changez le système. Et là, il y a un excellent exemple de rupture dont j'ai bénéficié parce que je suis inspiré de ce genre-là. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on est passé des ponts suspendus à l'américaine, vous savez, les gros ponts comme le pont de San Francisco, là, le Golden Gate Bridge. C'était un énorme pont en treillis qui fait je ne sais pas à quelle hauteur, enfin très large, avec plein d'éléments. Et ces ponts-là, ils doivent résister à des effets du vent. Plus la portée est grande, plus les effets du vent sur la structure sont importants, et plus il faut grossir la structure. Ah oui. Et le système a été inversé. Alors, il y a toujours évidemment des polémiques pour savoir qui a eu l'idée le premier. Alors, évidemment, c'est l'une des personnes qui a eu l'idée, mais qui n'a pas pu construire. C'est un Allemand qui s'appelle Fritz Leonhard, qui a été un des plus grands constructeurs du XXe siècle. Mais en fait, ceux qui ont réussi à le faire, ce sont les Anglais du bureau Freeman Fox. Et l'idée, c'est au lieu de faire un treillis de plus en plus grand pour résister à des effets du vent de plus en plus grands, l'idée, c'est de donner au pont des formes qui réduisent l'effet du vent. D'accord. Et c'est l'idée des tabliers profilés, hein. Et le premier, c'est le pont sur la Severn, en Angleterre, hein, près de l'embouchure de la Severn, hein, qui est un ouvrage, qui est un tablier profilé mince, qui doit faire à peu près 4 mètres d'épaisseur. Mais par contre, avec le profilage du tablier, l'effet du vent est extrêmement réduit. Et, et mes grands ponts sont tous des ponts à tablier profilé, hein, de façon à, à réduire l'action du vent. Et ça, c'est. Alors, la petite histoire, évidemment, c'est que les gens prétendent que. Il y a pas mal de gens qui prétendent, les Anglais surtout, bien sûr, que, en fait, Freeman Fox avait prévu pour la Severn de faire un pont en treillis, comme celui qu'ils avaient fait quelques années avant sur le Firth of Forth, au nord d'Édimbourg, hein, le pont de Queen's Ferry.
qui est un pont à l'américaine, mais que alors, ils avaient fait des maquettes, bien sûr, pour évaluer les effets du vent, mais à la suite d'une fausse manœuvre, ils ont cassé la maquette, qui était au British Maritime Institute, hein. Mais dans une autre veine, il y avait un pont de Leonhardt pour le pont de Lisbonne sur le Tage, qui n'a pas été construit tel qu'il était, mais avec un tablier profilé. Et les Anglais auraient dit, ça c'est la légende, alors peut-être qu'elle est vraie, hein, d'ailleurs je regrette beaucoup parce que ça fait partie des choses qu'on devrait écrire et que personne n'écrit. Et si vous voulez, les Anglais, ils n'avaient plus le temps de fabriquer une maquette avec tous ces petits détails. Tandis que faire une maquette de pont profilé, ça va bien plus vite. Donc j'ai dit, on va faire un dessin de tablier profilé, et crac, et c'est ce qui a été fait sur la Severn. D'accord. J'ai une question, du coup, plutôt plus un message. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent justement se lancer comme vous dans ce métier? Ah ben, moi, je viens de finir de rédiger un petit papier sur un colloque qu'on a fait à la mémoire de Gustave Eiffel, hein. Ah oui, ouais. Et, voilà, ce qui est vraiment important, si vous voulez, c'est les ponts sont toujours témoins de leur histoire. Donc, moi, j'ai un petit peu choqué des gens en disant, mais il y avait des gens qui disaient, mais il faut s'inspirer des ouvrages de Gustave Eiffel. Absolument pas. Les ouvrages de Gustave Eiffel, ils ont été faits au 19e siècle, avec les matériaux du 19e siècle, avec les moyens du 19e siècle, avec même l'esthétique du 19e siècle. C'est fini, c'est pas ça. Ce dont il faut s'inspirer, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la curiosité, l'imagination, la rigueur et une démarche scientifique. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, la grosse tendance, hein, c'est de vite fait un modèle structurel qu'on va coller dans un ordinateur et de faire cracher du papier par les ordinateurs. C'est pas du tout comme ça. Moi, je travaille avec, bah là, vous allez, là, elle est là, tiens, voilà mon ordinateur. Génial. Ça suffit à à faire des calculs d'ordre de grandeur. On fait des choix en comparant des options. Et on compare des options avec des règles de 3, avec quand même, bien sûr, les fruits de l'expérience, avec des calculs simples, évidemment. Ces calculs, moi, je suis des gens qui me disent, mais tous tes calculs sont faux. Bah oui, ils sont faux, bien sûr, mais ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots, ils me permettent de faire des choix qui sont à la fois pour faire des économies de matière, mais aussi pour faire un ouvrage qui fait bien circuler la matière. En fait, l'art de l'ingénieur, c'est d'organiser la matière pour transporter les charges de leur point d'application vers les fondations. Alors, on va passer par le tablier, les haubans, tout ça. Et plus la portée est grande, plus c'est compliqué. Et plus il faut arriver à simplifier, il faut arriver à une idée simple. Et je dois dire que je reviens sur Foster, puisque c'est un exemple, et ce n'est pas le seul hein, avec qui j'ai eu ce genre d'approche, mais c'est quand même celui qui est le plus célèbre en tout cas. Euh, il faut arriver à épurer les choses. Et on ne fait pas des beaux ouvrages en faisant des gouigouis et des machins pour faire de la décoration ajoutée. C'est la forme, elle doit exprimer la façon dont le système fonctionne. Et ça, c'est important. Et si j'ai un message à donner à des jeunes ingénieurs, essayez de trouver un bon patron. Moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière, d'avoir de très bons patrons au début. Après, à un moment, vous n'avez plus besoin de patron. Mais au début, vous avez besoin de patrons. Et mes patrons, ça a été Mehmet Ali Souissi, d'abord en Tunisie, hein, qui m'a appris ce que c'était qu'être un agent de l'administration, un fonctionnaire. Ça a été Marcel Huette, qui était le patron du CETRA, qui a été l'ingénieur du pont de Tancarville, hein, quand il était Oui. jeune. Ça a été Lefranc, qui était un de ses adjoints. Ça a été Jean Berthier. Voilà. Et ça, ce sont des gens euh, qui m'ont permis de travailler. Et les bons patrons, c'est des patrons qui aident les gens qui travaillent avec leur équipe. C'est des gens qui s'entourent progressivement de gens. Moi, je vois le Huette, si vous voulez, quand il a passé de poste en poste en France, bah, à chaque poste, il récupérait les mecs les plus brillants qui traînaient avec lui. Et à la fin, quand il était au CETRA, il avait autour de lui tout un tas de gars qu'il avait piqués au fur et à mesure de sa carrière. Quand vous entrez dans une boîte, n'allez pas dans la boîte pour votre salaire, pour le machin, pour le truc.
choisissez un bon patron. En tout cas, en vous entendant parler, en tout cas, moi, j'ai vu quelques documentaires, quelques reportages sur la construction des ponts, des viaducs, et je me rends vraiment compte que l'humain, on a vraiment besoin de l'humain. À l'ère actuelle, on parle que de intelligence artificielle, numérique, mais on va dire que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'ingénieur. Elle ne peut pas. On peut pas. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très utile. Moi, quand il a à faire de multiples choses répétitives, c'est absolument irremplaçable. Il est certain, dans beaucoup de domaines, ça apporte quelque chose. Mais quand on veut créer quelque chose, par définition, l'intelligence artificielle est impuissante. Elle ne peut s'appuyer que sur ce qui a déjà été fait. On ne créera pas, n'avancera pas. Actuellement, on dit on va vous faire, on va vous reproduire, si vous voulez, allez, des Picasso. Vous allez faire des Picasso. Non, vous allez euh, recueillir des données sur tous les Picasso et vous allez faire un pastiche de Picasso. Vous ne créerez pas un nouveau peintre. Parfait. Donc aujourd'hui, vous êtes à la retraite, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous êtes Non, non, je toujours ne suis pas à la pas retraite. du tout. Vous faites des Je conférences? continue à travailler. Oui, Ah, mais je suis sur des projets aussi. d'accord. Vous pouvez en parler de vos projets, sur quoi Ah vous non, parce travaillez que par actuellement? définition, Finition, ouais. en général, on ne vend la peau de l'ours qu'une fois qu'on l'a tué. Ça, Oui. c'est une vieille règle. Donc, donc je ne vais pas parler des projets actuellement parce que, alors, bon, il y en a un dont je pourrais éventuellement parler puisque lui, il est en route, mais je ne suis pas concepteur. Je ne suis que advisor, puisque c'était à l'étranger, en Asie centrale. Donc là, je suis le conseiller pour le client et la banque qui finance l'offre. Les autres affaires, on est en compétition. Donc, bah, on gagnera peut-être, on gagnera pas, peut-être pas. Bon, bah, génial. Peut-être un mot de la fin sur, tiens, j'ai oublié de vous poser cette question, mais pour vous, le pont, les ponts, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Moi, c'est plutôt un défi. Bon, tout le monde parle de la liaison, des machins comme ça. C'est vrai, mais ça, c'est un petit peu de la littérature, hein, si vous voulez. Bon, pour moi qui suis, c'est quand l'école polytechnique, c'est une école de rationalité. Donc, pour moi, le problème, c'est le défi technique. Alors, juste peut-être pour terminer sur quelque chose d'un peu plus rigolo, euh, quand on a commencé le projet du pont de Normandie, le directeur des routes à l'époque, c'était Michel Febvre, encore à l'époque, avait quand même un peu la trouille, puisqu'on on doublait la portée des plus grands ponts à haubans qui existaient quand même, hein. Et donc, il a décidé de constituer un comité d'experts internationaux. Ils étaient 6 au départ, il y a eu 7 à l'arrivée parce qu'il y a eu le problème du vent qui est arrivé derrière. Bon, mais ils étaient 6 au début, donc il y avait 4 Français, tout un tas de gens, dont Marcel Huet d'ailleurs, qui était le président du groupe, et 2 étrangers. Il y avait Jörg Schleich, qui est un Allemand, et René Walter, qui est suisse. Il y avait Roger Lacroix aussi. Bon. Bref, donc on avait toute une équipe de trucs. Et bah, il a fallu aller leur montrer le site. Et là, comme il y avait quand même une aristocratie de toute la profession, on a loué un hélicoptère. Voilà. Et donc, on est parti de la rive nord, on passait en hélicoptère. Et alors là, quand j'ai vu la largeur du truc, je me suis dit, oh nom de Dieu. Sur le papier, avec le trait, sur le papier au départ, des plans, des machins, Mmh. il n'y a absolument aucune notion de la distance. Ben là, je peux vous dire que dans l'hélicoptère, quand j'ai vu le temps qu'il a fallu pour traverser la Seine, ça m'a fait quelque chose. Waouh. Bon, en tout cas, monsieur Verleveux, merci beaucoup pour ce temps et partage et puis comme je dis toujours, l'aventure continue. Je l'espère bien. À bientôt et merci beaucoup. Merci à vous.